Qu'est-ce que le néant? Le néant, c'est rien. Et même ce mot, qui sert à le définir, n'est qu'une représentation symbolique, une image. Une image par laquelle nous pensons pouvoir visualiser à quoi ressemblerait le néant si nous étions capables de le percevoir. Mais le néant ne ressemble à rien. Les différentes perceptions que nous avons du monde ne font que nous offrir une image de lui. Et il y a une différence entre l'image et ce qu'elle représente, le fait. Quand vous voyez, mettons un arbre. Oui, un arbre. Un arbre. Il y a cette... Vous ne le voyez pas à travers l'image. Oui. Botanique ou Romantique. romantique, tout ce que vous voulez. Donc vous ne voyez jamais l'arbre. Nous ne pouvons percevoir le néant car il ne possède pas d'image. Mais nous pouvons percevoir l'image qu'il pourrait avoir. En termes de probabilité, l'apparence du néant pourrait s'envisager sur au moins deux plans différents. Le plan positif et le plan négatif. Du point de vue négatif, le néant peut être considéré comme n'étant qu'une immense absence, symbolisée ici par le grand signe moins. Mais de l'autre côté, tout s'inverse, au point tel que la première image devient l'opposé de la seconde, et ce que nous pensions n'être que le vide absolu apparaît sur le plan positif comme étant une toute petite probabilité de présence. Une probabilité n'a pas besoin d'être créée pour exister. Elle existe depuis toujours, figée, hors du temps, et le fait de la découvrir ne fait pas de moi son créateur. Les perceptions positives et négatives du néant que nous venons de citer sont ainsi faites. Elles se donnent mutuellement une raison d'être, mais engendrent un paradoxe. Selon la logique bivalente, une chose ne peut être présente et absente en même temps. Pourtant, tout ce qui s'oppose est lié à ce qui l'oppose. Lorsque nous regardons autour de nous, nous ne faisons qu'observer tous les endroits où nous n'existons pas. Nous contemplons alors notre propre absence. Être ou ne pas être, telle est la question. À moins que ce soit une réponse. Le rien engendre une possibilité infime pour qu'il y ait quelque chose. Mais si nous effectuons un zoom à l'infini sur cette petite probabilité de présence, nous obtenons une nouvelle probabilité cette fois-ci gigantesque et infinie. Ces deux probabilités sont à la fois reliées et séparées. Elles sont reliées par le plan positif sur lequel elles sont observées, mais surtout par le fait que les deux sont en fait la même. Ce qui les sépare, c'est le zoom que je suis obligé de faire pour passer de l'une à l'autre. Ce zoom, c'est le temps. Le temps que l'une va devoir prendre pour devenir l'autre. Une transformation se passe toujours en 3 étapes. La première probabilité veut se transformer. La deuxième se transforme. La dernière est transformée. Reprenons depuis le début. D'abord, regardez
la lutte entre l'arabe et le juif, Oui. ni Orient. Oui. Divisé parce que il y a cette division de conditionnement. On est juif, on est arabe. Ce sont des hommes, pas des juifs, pas des arabes. Ils sont conditionnés comme ça, Oui. par leur religion, par le climat, par tout. Oui. Par l'histoire. L'histoire. Par la mémoire. Mais voilà. Cette division existe parce que chacun a cette image De l'autre. de l'autre. Au commencement, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y avait rien. Les scientifiques disent qu'à l'époque, tout notre univers existait déjà, replié sur lui-même, et n'était pas plus grand qu'une tête d'épingle. Mais alors, comment tout aurait bien pu se créer tout seul ? Les religions racontent que c'est un créateur divin qui a tout créé, mais dans ce cas, qui l'a créé lui ? La loi de la causalité nous pousse à croire que sans intervention divine, s'il n'y a rien au départ, alors il n'y a forcément rien ni après, ni maintenant. Serait-ce possible ? Si le néant était l'unique réalité, ce qui existe ne serait que l'illusion qu'il existe quelque chose. Nous nous penserions présents, mais nous ne serions présents qu'au conditionnel. Comment pourrions-nous le savoir ? Avant d'aller plus loin, il nous faut nous souvenir que toutes les grandes vérités sur lesquelles reposent les bases de notre société ont d'abord été fermement combattues avant d'être acceptées enfin pour ce qu'elles sont. Nous pensions autrefois que la Terre était plate, qu'elle était le centre de l'univers, que l'univers était immuable, que le temps était le même partout, et ceux qui ont osé le contredire ont d'abord été pris pour des illuminés avant de recevoir les honneurs. Le bien, le mal, ce qui est vrai ou faux, ne sont que des points de vue avec lesquels nous sommes tous d'accord. Et cela évolue à travers le temps. En fait, plus il y a de gens d'accord avec une idée, plus cette idée devient vraie. Quand nous pensons être dans le vrai, nous disons avoir raison. Les femmes qui jadis prétendaient pouvoir prédire l'avenir étaient appelées sorcières, et on les brûlait vives devant la foule. Aujourd'hui, le fait que la prostitution ne soit pas illégale partout démontre que tout le monde ne s'en fait pas la même idée. Les idées les plus difficiles à combattre sont celles avec lesquelles nous sommes d'accord depuis le plus longtemps, celles qui nous viennent de nos parents, de nos familles, celles qui définissent tout ce que nous prenons pour acquis. Avons-nous raison de les remettre en question ? Si Dieu existe et que nous pensons qu'il est notre créateur, cela signifie que nous ne sommes pas les créateurs de nos vies, et donc que nous n'en sommes en aucun cas responsables. Alors quand les choses tournent mal, Dieu devient le bouc émissaire idéal et tout est de sa faute. À moins que ce ne soit là qu'une ébauche de la vérité. Les peurs qui sont en nous, comme celle de mourir ou de vivre, nous tendent parfois quelques perches auxquelles on s'accroche pour éviter d'avoir à faire face à nos responsabilités. Si nous pensons que c'est à la religion ou à la science de nous apporter la vérité sur ce que nous sommes, c'est que d'une certaine manière, cela nous évite d'avoir à le faire nous-mêmes. Qu'est-ce que le néant ? Le néant est peut-être le plus grand générateur d'illusions jamais créé de tous les temps. Si tel est le cas, il est l'unique réalité tangible et rien n'existe au-delà de son insondable vérité. Unique, car imaginer autre chose en dehors serait lui supposer des frontières. Or le rien est totalement dépourvu de limites. Hors de l'espace et hors du temps, il est sans forme, sans image, et les seules frontières qu'il connaît sont celles qui pourraient exister en lui-même. Si nous étions faits à partir de rien, nous serions tous la même personne sans le savoir, comme des branches, orientées dans différentes directions, mais prenant toute racine dans le même arbre.
Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. Le rien est unique, mais nous pourrions le fractionner, le diviser en plusieurs morceaux lesquels, une fois rassemblés, s'envisageraient comme faisant partie d'un grand tout. À la manière des poupées russes, chaque compartiment formerait un tout à lui tout seul, composé également de parcelles plus petites. Cela se répéterait sans fin et donnerait corps en partie à l'univers tel que nous penserions le connaître. La conscience et le pouvoir de la perception prendraient vie grâce à la conjugaison de ces deux états, uniques et divisés. Chaque fragment de vie serait à la fois une parcelle du tout, le tout lui-même et les deux en même temps. Tous les jours, grâce aux milliards de cellules qui façonneraient notre corps, nous prendrions intérieurement conscience de nous-mêmes. Elles s'accorderaient à nous faire vivre la réalité à travers elles la vivraient à travers nous. Habillés d'un costume sur mesure, génétiquement fait pour nous, nous traverserions l'espace et le temps. Les instants s'enchevêtreraient les uns dans les autres à la manière d'un puzzle en 3 dimensions et constitueraient la continuité du présent que nous pourrions percevoir avec beaucoup de réalisme. Nos 5 sens nous donneraient des informations sur tout ce qui concerne notre présence dans l'instant. Ils nous permettraient ainsi d'évaluer notre manière d'agir d'après notre vécu et nos pensées, mais ne nous laisserait jamais percevoir au-delà de l'instant présent. Néanmoins, grâce à notre imagination, nous serions capables de propulser notre attention sur n'importe quelle scène de vie passée, de vie future ou parallèle. Hors de l'espace, du temps et des limites de notre réalité perceptible, nous pourrions nous illustrer instantanément partout où bon nous semblerait. Mais cette autre réalité nous paraîtrait alors beaucoup moins concrète que celle à laquelle nous serions sensibles à travers nos 5 sens. Cela ne serait pourtant pas dénué de logique. Plus la personne que nous observons est près de nous, plus nous pouvons la reconnaître et la regarder en détail, mais en s'éloignant, celle-ci ne devient plus qu'une silhouette. Elle s'éloigne encore et semble ne plus du tout exister pour nous. Il ne nous en reste plus que son image. Mais n'est-ce pas ce qu'elle était déjà depuis toujours ? Mais tout de même, à ce moment-là, sans image, qui êtes-vous? Rien.